Merci. Une autre réaction? Non? Est-ce qu'on passe à la baguette magique? On fait ça? On commence? C'est la dernière question et on a dit que c'était 2 minutes par personne. Parce qu'après, les bulles elles vont réchauffer, les gâteaux ils vont ramollir, les coupes elles sont sorties déjà. Non? Ah, bon, ça devrait le faire. Donc construire un modèle. Donc l'idée c'était, si vous aviez une baguette magique, comme Harry Potter, à quoi ressemblerait le dispositif idéal? Alors on en a déjà un petit peu parlé. Pour accompagner un jeune ou les jeunes dans, alors j'avais marqué refus scolaire, mais dans l'empêchement scolaire, quel partenaire, quelles ressources, quelle conduite du changement, quelles nouvelles idées on pourrait mettre en place pour y arriver? Monsieur Hainaut, vous ne cassez pas le micro. Je ne casse pas le micro, c'est promis. Avec la baguette magique, on pourrait imaginer qu'on avance vers cette école pour chacun dont on vient de parler à nouveau. Et je prends toujours, je pense qu'il y a deux leviers qui peuvent être identifiés et sur lesquels on peut agir pour cette école pour chacun. Je vais parler beaucoup pour l'école, hein, mais d'abord c'est la création, et on en a parlé au travers de votre expérience, dans l'école, des conditions de la constitution d'un espace transitionnel. Alors, espace transitionnel au sens de l'intermédiaire, mais pas que de l'intermédiaire, aussi au sens de l'installation de la permanence, de ce qui tient et de ce sur quoi on peut installer une relation de confiance. Et très concrètement, cet espace transitionnel, les équipes ont souvent travaillé pour qu'il s'appuie sur un lieu, on en a parlé, des personnes, la personne référente, le tuteur, etc., mais aussi parfois un espace numérique sur lequel on peut s'appuyer, qui peut permettre d'assurer une permanence et une rassurance, à condition que sur cet espace numérique, eh bien, il y ait des interactions humaines et pas seulement une masse de données qui soit déposée. Le deuxième levier, c'est l'hybridation. L'hybridation, c'est se sortir de cette école qui pense que pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit tous au même endroit, au même moment, à faire la même chose. Et quand je dis hybrider, je ne parle pas spécialement du distanciel présentiel. Tout le monde pense ça, mais ce n'est pas la première approche. La première approche de l'hybridation qui permettrait d'aller vers une école pour chacun, c'est l'hybridation qui permet la désynchronisation, c'est-à-dire le synchrone-asynchrone. Il faut qu'il y ait du synchrone, il faut aussi qu'il y ait de l'asynchrone, il faut que je puisse apprendre au moment où je peux apprendre, avec qui je peux apprendre, dans les conditions où je peux apprendre. Et ça, il faut que ce soit permis, y compris dans une interaction privilégiée avec un maître ou avec un enseignant. Donc c'est le deuxième levier. Ça suppose qu'on travaille sur le temps, qu'on peut rallonger les parcours, qu'on peut les raccourcir. Ça suppose qu'on peut les modifier. Ça suppose qu'on sorte de cette idée qu'il y a une corrélation qu'on peut installer entre le temps scolaire, entre le temps de classe et la quantité d'apprentissage. C'est une aberration. Ça n'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, il faut qu'on sorte de ça. Hein. Alors, avec le magique, on sort de ces logiques dans lesquelles, pour que l'école puisse fonctionner, il faut qu'elle respecte tout ça. Et on essaie de se trouver ensemble des terrains scolaires dans lesquels on maintienne du collectif, mais dans lesquels on ait de la singularité des parcours qu'on puisse construire, qu'on puisse co-construire ensemble autour du jeune, de ses problèmes, de ses failles, mais aussi de ses aspirations et de ses possibilités. Dur de passer derrière vous. Hein. Bon, bien évidemment, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Ma baguette magique, elle va plus être pointée au niveau de ce que je peux faire au cabinet. Moi, dans l'idéal, ce serait que effectivement nos enfants aient moins de pression. Alors, moins de pression, ça veut dire que des fois, on a des enfants qui sont très intelligents, qui ont des résultats excellents et qui pourtant vont stresser à chaque évaluation. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour que notre enfant il soit stressé pour une évaluation alors même qu'il va exceller de toute façon? Et le problème, il est là. Ça veut dire qu'effectivement, c'est le « tu vas y arriver ». En fait, ce serait le « tu vas essayer ». Et puis que tu y arrives ou pas, c'est quasiment secondaire. Mais, alors, je veux faire culpabiliser personne et je me mets avec tout le monde. Ça veut dire qu'en fait, c'est dans notre regard porté à l'autre, oui, on fonde plein d'espoir dans nos enfants, mais en vrai, s'il ne va pas là où on l'attendait, est-ce que c'est grave? En soi, non. Tant qu'au final, il est accompli et qu'il arrive à jouir des instants présents. Donc ce serait plus ça, ça veut dire les laisser se développer à leur rythme,
qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et puis de toute façon, le but c'est qu'après, il faut trouver sa place dans la société. Mais si on est des adultes ouverts et accueillants, voilà, il n'y a pas trop de raisons qu'ils soient en échec à ce niveau-là. Donc ce serait plus au niveau d'un inconscient collectif, essayer de changer un peu les façons de penser et de considérer l'autre. Alors c'est difficile de rassembler en 2 minutes et de décrire une baguette magique, mais ce serait plus un rêve qu'on essaye avec nos moyens de construire quand des parents nous font confiance de nous demander de l'aide par rapport à leurs jeunes en phobie scolaire. Mais moi j'utilise souvent la métaphore des 4 pieds d'une table. Et dans le dispositif, c'est de pouvoir proposer à ces jeunes, premier pied de la table, je dirais un espace pour eux, un espace où ils vont penser un peu leur vie, réfléchir à leur vie, même de manière détachée, pas forcément autour du scolaire. Un autre pied de la table qui est vraiment, vraiment, vraiment très important, c'est évidemment un espace pour accueillir les parents et la fratrie, bien souvent, parce que ça a un impact, évidemment, dans le quotidien. Un lien symbolique à l'école, quand ce n'est pas possible de rescolariser. Et là, il faut être créatif. Et il faut peut-être faire tomber des peurs, y compris dans le monde scolaire. Je vous donne un exemple. On a une jeune fille de 15 ans pour l'instant qui est rescolarisée 4 heures semaine. Elle a 15 ans, dans une école maternelle. On a un partenariat avec une école maternelle, une institutrice qui a une classe très nombreuse de première maternelle, des petits bouts de 2 ans et demi, 3 ans, et qui a demandé à cette jeune « Est-ce que tu peux venir m'aider ?» 4 heures par semaine. Donc elle est rescolarisée. Et elle est très heureuse, ces 4 heures-là. Je pense qu'elle va demander à être un peu plus présente. Donc il faut une créativité, là. Et je dirais le 4e pied de cette table, c'est quand même la socialisation. Du fait de l'augmentation que je vous disais de repli social, en particulier chez les jeunes phobiques scolaires où ça dure, la situation. Et là, on doit inventer un peu comment on peut faire partenariat. On a parlé des services sociaux, mais moi je parlerai de tout le monde associatif aussi. On a tous dans nos villages, dans nos villes, dans nos quartiers, un monde associatif extrêmement riche, où ce n'est parfois pas possible d'y envoyer un jeune qui est très anxieux, mais avec l'intermédiaire d'un professionnel, un éducateur spécialisé, de créer des ponts, des espaces avec des parents qui peuvent aller manger au fast-food. Enfin, ce genre d'initiative pour vraiment veiller à mettre aussi la socialisation au cœur de ce dispositif. Et puis évidemment, la prévention. Ça, je pense qu'on l'a dit, les 2 premiers intervenants ici l'ont dit. Je crois qu'on pourrait s'inspirer d'une très belle démarche qui a eu lieu dans le cadre de l'UNESCO il y a déjà quelques années, qui est la démarche des écoles heureuses, peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est vraiment une étude multicentrique dans le monde entier qui a été menée par l'UNESCO sur quels sont les ingrédients qui font qu'il y a du bien-être à l'école. Eh bien, il y a des pistes très concrètes accessibles gratuitement sur le site de l'UNESCO qui peuvent nous féconder, nous inspirer, nous les professionnels. Et l'idée n'est pas de faire une sorte de révolution scolaire qui est complètement illusoire, tant en Belgique qu'en France, je pense. On a notre culture scolaire, on peut la faire un tout petit peu évoluer, mais on ne fera pas une table rase. C'est un objectif qui n'est pas du tout à poursuivre, parce que c'est un objectif irréaliste et complètement stérile, je pense. Mais par contre, on peut infiltrer des petits éléments, s'inspirer de certains outils que nous propose l'UNESCO, notamment la carte du bien-être scolaire, qui est d'ailleurs co-construite avec les jeunes dans l'école, pour soutenir des petites initiatives qui, à mon avis, ont des vertus préventives. Merci. Ça va être difficile de prendre la suite. Donc, pour rebondir un petit peu sur ce que dit le docteur Thiel, effectivement, le bien-être à l'école, ça doit être vraiment un objectif. Moi, j'avais des jeunes qui ont aussi apprécié leur scolarité pour ce qu'il se passait aussi en dehors des cours. C'est-à-dire tout ce qui était activité musicale, théâtrale, etc., était quelque chose qui a permis à certains élèves, on va dire, de tenir le coup.
parce que pour eux, l'école, c'était vraiment une torture. Mais ces moments-là, ils les ont retenus. Voyez, donc ça, c'est pas à négliger. Voilà. Moi, si j'avais une baguette magique, déjà, bon, alors là, c'est pas réalisable, hein, ce serait vraiment de se pencher sur cette école qui veut toujours évaluer, tout le temps évaluer, de la maternelle jusqu'au bac et au-delà, et qui génère une pression absolument insupportable pour certains élèves. Alors, d'autres la supportent, mais vraiment, elle devient insupportable pour beaucoup d'élèves. Après, dans un dispositif idéal, je dirais que le dispositif idéal, ce sera le dispositif que chacun va pouvoir créer. Moi, j'avais insufflé quelque chose dont je suis plutôt fier et dont les parents ont été reconnaissants, dont les élèves ont été reconnaissants. Donc ça, c'est ce qui est pour moi le plus important. La baguette magique, elle aurait été que l'institution Éducation nationale me soutienne. Je me suis bagarré pendant 4 ans pour avoir des moyens. Je demandais un demi-poste d'assistant pédagogique. Donc à l'échelle d'une académie, c'est vraiment une goutte d'eau. J'ai demandé une demi-décharge par un CPE contractuel. Alors en 4 ans, après avoir envoyé des tonnes de courriers, de coups de téléphone, de visioconférences, je n'ai même pas une réponse. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas dit non. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas répondu. Voilà. Donc on a l'impression finalement qu'on est quelque part un peu méprisé. Et moi, j'ai été aussi parti, parce que quand je me suis intéressé à ça, je me suis formé, parce que évidemment, on n'a pas de formation, hein, comme pour ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire. Hein. Et puis, j'ai écouté des podcasts, notamment une série de podcasts qui s'appelle La phobie scolaire, que faire, et j'ai écouté des témoignages de parents et de jeunes. Et l'histoire de référent unique, ça m'a interpellé. Et moi, c'est pour ça aussi que je me suis lancé dans cette aventure en essayant de faire un peu tout. De A à Z, ça partait des inscriptions CNED à tout le travail qui était autour des PAI, des aménagements d'examen, etc. Mais voilà, sans pouvoir voir le jour, hein, grosso modo. Mais c'est vrai que je sais que pour les parents, c'était vraiment important. C'est qu'ils avaient une personne sur qui ils savaient qu'ils pouvaient compter, qu'ils pouvaient m'appeler. Et si je ne pouvais pas leur répondre, je les rappelais dans la demi-journée qui suivait. Mais voilà, ça, c'était essentiel. Mais voilà, c'est tellement personne dépendant et c'est tellement lourd à porter. Moi, je me suis arrêté, j'ai même pas fini la fin d'année l'an dernier pour prendre ma retraite parce que voilà, dans les conditions dans lesquelles je travaillais, pour moi, n'étaient plus acceptables. Donc la baguette magique, il faudrait aussi qu'il y ait des infirmières dans tous les établissements. Ben oui, ça paraît bête, mais dans un établissement où j'étais, une infirmière absente 2 ans, elle a été quasiment pas remplacée. Absence de médecin scolaire, enfin voilà. Donc là, la baguette magique, je l'attends. Voilà, merci. Alors, je vais répondre en tant que présidente de l'association. Ce qu'on aimerait aussi, c'est quelque part qu'il n'y ait pas besoin d'une AG pour avoir ce genre de débat, de lieu de débat où on se rencontre entre professionnels de la santé, de l'éducation nationale et parents. Parce que plus on multipliera les lieux comme celui-ci, eh bien, plus, je pense, la parole de nos jeunes eh bien, sera entendue et il y aura une progression tous ensemble vers ce monde meilleur qu'on espère tous. Mais voilà, alors nous, ce qu'on espère en tant qu'association, c'est entre autres avoir à un moment donné la possibilité d'avoir un agrément au niveau de l'éducation nationale pour pouvoir aussi former les acteurs de l'éducation nationale parce que c'est important pour justement essayer de faire comprendre qu'il faut peut-être revoir ce système. Et parce que voilà, moi en tant que professeur, j'ai 40 élèves par classe, donc je rêve totalement d'un monde où il n'y aurait que des micro-lycées, hein, parce que je pense que même nous, on serait plus heureux. Voilà. Avec des micro-professeurs. Bon, je vais prendre la parole pour conclure, pour remercier les 2 côtés du trio gagnant que vous avez autour de la table qui ne sont pas les familles et qu'on a invités, qui ont accepté de jouer le jeu. Remercier notre animateur parce que c'est une tâche, ça fait quelques mois qu'on avait quelques sueurs en se demandant comment on allait faire. Remercier encore une fois la mairie de Reims et la CAF qui nous ont subventionnés. Vous remercier tous
Et puis, émettre un souhait, c'est que chacun, vous avez entendu des choses, vous avez compris des choses. C'est l'effet tache d'huile, je ne sais plus qui est-ce qui le prononçait, mais n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, faites savoir, voilà. Et puis, je crois qu'il y a quelques rafraîchissements qui nous attendent à la sortie, mais c'est Nathalie, qui est la vice-présidente et donc qui est de Reims, qui est l'organisatrice locale, qu'on remercie avec toute son équipe encore une fois. Voilà. Voilà, et à une prochaine fois ou à tout à l'heure autour d'un verre.